Dema Danol, bonjour, bienvenue sur les Lisaneries TV, c'est l'épisode 16. Petite réaction à chaud, très très chaud des élections, sur les élections catalanes, donc pour le Parlement catalan. 70 sièges sur 135 vont être du coup pris par les partis indépendantistes. Alors ça c'est les résultats qu'on a pour l'instant, parce qu'il faut encore attendre 5 jours pour avoir les résultats définitifs. Alors 5 jours, on ne sait pas pourquoi. L'Espagne est le premier pays d'Europe, soi-disant démocratique, qui fait patienter quelques jours, presque une semaine, avant de, de communiquer un résultat officiel. Au départ, on pensait que ça sentait la tricherie. Alors je sais pas comment, peut-être qu'ils vont gruger un ou deux postes, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont déjà grugé, enfin peu importe, il y a un fait, c'est que les indépendantistes sont majoritaires au Parlement catalan et que l'indépendance de la République catalane est une idée et puis un projet légitime pour la majorité des Catalans. Voilà. Ça c'est première chose. Un petit sujet aussi à traiter là-dessus. C'est l'emprisonnement des Jordi, l'emprisonnement des ministres catalans. Donc ils ne sont toujours pas sortis. Ça va faire 2 mois, je crois. Je n'ai plus le décompte en tête, mais ça commence à durer. Et puis on a José Bové et puis quelques eurodéputés qui ont tenté de rendre visite aux prisonniers politiques catalans. Et l'Espagne a refusé en bloc leur demande et empêche toute visite des eurodéputés, donc des élus de la soi-disant démocratie européenne. Il les empêche même eux de rentrer dans les prisons pour visiter ces prisonniers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mon avis qui vont devoir être traitées médiatiquement, politiquement, là-dessus, parce que on a quand même une confirmation électorale, une confirmation politique importante. Carles Puigdemont est porté comme légitime président et la moitié de ses ministres sont toujours en prison. Donc on voit bien qu'en fait c'est l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole a fait perdre du temps à tout le monde, à l'Espagne, à la Catalogne, à l'Europe, à tout le monde en fait, puisque le résultat est le même, à quelques sièges près, à 2 sièges près, les résultats sont les mêmes au Parlement. Voilà. Il y a une percée du mouvement citoyen. Donc il y a un parti espagnoliste et espagnol qui a été porté par Manuel Valls notamment, et qui a été cofondé par des anciens du Parti populaire espagnol. Donc le Parti populaire espagnol est dirigé par le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. Ce parti citoyen est tout sauf citoyen catalan, ce sont des citoyens espagnols ou espagnolistes. Donc il faut faire très attention avec la portée de ce parti, de cette idéologie. Ensuite, voilà, c'est un parti qui est anticorruption, enfin, qui est affiché anticorruption, mais qui en son sein semble accueillir des gens très très corrompus, voilà, ou anciennement corrompus. Donc voilà, je pense que Rajoy peut maintenant se rhabiller. Il a été humilié, il a joué au con, il a vraiment joué au con avec les Catalans. Il a essayé de récupérer une influence quelconque qu'il n'avait pas du tout. Il a essayé d'imposer une autorité qu'il n'a pas, et pour laquelle il n'est pas légitime. Donc grosse déculottée, gros coup, un gros coucou médiatique et électoral pour ce triste sire.
Voilà, pas besoin d'aller plus loin. On sait que il est aussi le chef de file de la corruption en Espagne. D'ailleurs, la justice espagnole s'intéresse de près à son parti et à lui personnellement sur des affaires de corruption. Donc là, on tape les 900 cas individuels de corruption. C'est quand même, ce sont des élus hein, du parti populaire. C'est quand même pas rien. En France, ça aurait fait un scandale. Même en Italie, ça aurait fait un scandale. En Bretagne, je vous explique même pas. Tout était par terre. Les Bretons hurlaient à l'indépendance et c'était terminé. Là, en Espagne, ça choque personne ou presque. Ça choque les Catalans, évidemment, parce que ce sont eux qui payent pour Madrid et puis pour la corruption espagnole. Donc voilà, Mariano a essayé de donner une leçon aux Catalans et ce sont les Catalans qui lui ont donné une leçon. Basta. Du coup, y a un petit peu tout qui se pousse là, qui s'engraine, qui s'entraîne. En Bretagne, on a fondé le Strolat Breizh d'Isar, donc le parti indépendantiste breton. Il existe déjà le PB, Strolat Breizh, le parti breton. Donc ils sont des partis indépendantistes. Il y a aussi un troisième parti indépendantiste qui est Atzau, qui est plutôt classé de bon, dit extrême droite, conservateur, etc. On peut mettre les mots qu'on veut. Bon, on va dire que ce sont les plus conservateurs. Il y a le parti d'extrême gauche, donc de l'autre côté, Brésistance, donc qui se dit Parti socialiste de Bretagne. Il y a voilà, après il y a des formations libres, d'électrons libres qui sont indépendantistes et qui poussent un petit peu. On voit qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ces partis-là, au nôtre, à notre parti, au parti des copains ou en tout cas des connaissances, des gens avec qui on travaille depuis longtemps ou avec qui on a de très bons rapports. Les partis avec lesquels on n'a aucun rapport d'ailleurs, hein. Les extrêmes en général on n'a pas tellement de rapports, on les connaît, on se respecte, mais on n'a pas de dossier ensemble, on va dire. Voilà, ça pousse un petit peu là. Les gens commencent à réfléchir, commencent à se dire tiens, il va falloir qu'on fasse quelque chose en Bretagne. Et il y a une petite vivacité autonomiste. L'UDB a fait pas mal de petits travaux ces derniers temps, là, avec les jeunes surtout. Donc c'est très bien. Moi, je suis pas du tout, tout le monde me connaît, je suis pas du tout autonomiste. Je suis séparatiste, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'il faut leur reconnaître qu'ils ont apporté pas mal de choses, ces partis autonomistes. Enfin, l'UDB en tout cas a fait pas mal de trucs. Il y a une jeunesse à l'UDB voilà, qui remue un petit peu le secteur et puis qui propose des choses pas mal, voilà, qui nous parlent en fait. On peut pas dire oui, oui, non, non, ça nous parle et puis on étudie point par point ce qui peut nous intéresser, nous, à notre niveau. Voilà, il y a d'autres formations autonomistes, hein. Il y a Breizh Europa d'ailleurs, qui est un petit mélange, hein. Il y a des indépendantistes modérés et puis des autonomistes un petit peu plus autonomistes qu'autonomistes, quoi. Voilà, un brin de régionalisme, etc. Il y a le parti de Christian Troidec, donc qui est très autonomiste, mais tendance régionaliste au niveau médiatique. Euh, bon, ça pousse un petit peu. Ça pousse un petit peu, il y a des alliances qui sont en train d'être faites entre personnes déjà. Voilà, il y a des gens qui se rejoignent. Et peut-être que ces partis-là vont commencer petit à petit à se mettre ensemble sur certains dossiers. C'est probable, possible, je sais pas. Je vais pas m'avancer pour les autres. Je vais pas m'avancer non plus pour le SBD que je ne représente pas officiellement dans cette vidéo non plus. Bon, ça va bouger un petit peu. On a une Erwan Denis qui propose une charte bretonne, une grande charte bretonne pour faire l'union politique, culturelle, etc. Je trouve ça très très bien. Alors c'est au laboratoire pour l'instant, il y a des bribes qui sortent, il y a une version définitive en travail. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire, quoi. Voilà, je suis pas forcément extrêmement croyant en une union sacrée, une union par-dessus tout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une attente quand même. Il y a une attente quand même. Je ne dirais pas non à une union. Une union sacrée, je ne dirais pas. Je n'y crois pas, mais je ne dirais pas non. Voilà.
Il y a une attente. On le sait, on le sent, on le voit. Tout le monde réclame cette union des forces bretonnes, de la société bretonne, puisque aujourd'hui, il ne faut pas être fou pour ne voir que des bons paysans bretons qui essayent de militer pour leur pays, leur langue ou leur tradition. On n'en est plus là. Aujourd'hui, il y a des nomades, il y a des itinérants, des citoyens itinérants, il y a des boulangers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens au chômage, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un peu de tout. Il y a tout ce qui existe dans la société bretonne est est en train de pousser au cul. Voilà, est en train de gamberger un petit peu et puis de se montrer hostile à toute idée de centralisme français, etc. Donc quand on devient hostile au centralisme français, on devient favorable aussi à une certaine autonomie, une régionalisation au moins, et pourquoi pas l'indépendance. Moi je fais partie des gens qui essayent d'expliquer et de faire valoir le pourquoi pas l'indépendance. Voilà. On ne va pas rentrer en détail ici, il y a suffisamment d'écrits, de formations qui le disent ailleurs. Vous tapez sur Google indépendance de la Bretagne, richesse économique, PIB, voilà, tapez des mots-clés comme ça, vous allez voir par vous-même que c'est pas une blague et puis qu'on va pas tous mourir au lendemain de l'indépendance. L'électricité va continuer à être vendue, comme on dit, hein, c'est le patron de Paris Match qui le dit. Le patron de Paris Match vient de sortir un bouquin là qui imagine la Bretagne indépendante. Ça c'est très bien. C'est très très bien, c'est très pertinent, ça fait une bonne publicité pour le mouvement, mais ça fait aussi une bonne réflexion pour les gens, pour tout le monde, pour celui qui n'a rien comme celui qui a tout au pays. Voilà, celui qui bouge tout le temps comme moi ou celui qui est tout le temps dans le même village. Il y en a pour tout le monde, et ça c'est très 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 bien. Après, alors, je sais pas comment tout ça va finir. En règle générale, je pense que la France va essayer de nous bloquer, de nous ralentir. Aujourd'hui, moi j'ai des très bons contacts en Occitanie, parce que je voyage en Occitanie actuellement. Euh, En Occitanie, je m'investis un petit peu comme ça pour le mouvement occitan, donc qui va de l'autonomisme à l'indépendance hein, de l'Occitanie. Il y a pas mal de choses concrètes, même culturelles, juridiques, etc. qui se mettent en place. Donc il y a l'ANOC, l'Assemblée nationale occitane, il y a la République fédérale occitane aussi, qui est une organisation qui promet un autre modèle pour l'Occitanie. Bon, il y a tout ça, et puis du coup le rapport avec les Catalans se fait très vite. Nous on est à 80 bornes de la Catalogne. 80 bornes, voilà, voit tout de suite les échanges, on comprend tout de suite ce qui se passe, puis les gens en périphérie de la Catalogne commencent à se dire ouais bon il y a un truc qu'il faut faire, si ça, et tout le monde se réapproprie un petit peu le truc, que ce soit la langue, la culture, la politique, etc. Et puis maintenant quand j'arrive quelque part en disant je suis séparatiste breton, j'ai plus trop d'emmerdes. Hein. Avant c'était oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, tatati, tatata. Maintenant c'est ah oui, c'est intéressant, parce que justement c'est dans l'air du temps. Et on était peut-être des précurseurs, nous, aujourd'hui on commence à être des gens un peu à la mode. Donc bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Il ne s'agit pas d'être en marginalité tout le temps. C'est bien quand les gens comprennent ce qu'on a à dire et puis s'intéressent à ce qu'on veut faire, tout simplement. Donc des liens se créent avec les Corses. On a vu beaucoup de citoyens corses s'investir dans la promotion des formations catalanes, indépendantistes, etc. Ça fait chaud au cœur. Et du coup, bah, on discute beaucoup avec la Corse, on discute beaucoup avec les Catalans, on discute beaucoup avec les Basques, on discute beaucoup avec les Alsaciens. Et c'est vrai que chacun a un petit peu son état d'avancement, ses problématiques, etc. Mais on commence vraiment à être tous copains. Et ça c'est très bien. On se comprend entre nous. Et ça, c'est important. C'est important. Et on essaye de repérer en fait ce qui va nous arriver à chacun. Et voilà, il y a des petites idées de ce qui va nous arriver, donc on arrive à en parler, et en parlant, on se dit, bon, bah peut-être qu'on va pouvoir éviter ça chez nous, ou ça, on essaye de converger. Alors, ça, c'est un message que j'adresse aux militants purement en Bretagne, là, purement indépendantistes, c'est les gars, il va falloir vraiment sortir
sortir de son cadre breton, brito-breton, avec tout le folklore qui va avec. Il faut vraiment déporter ça sur un aspect national, politique, et puis international, dans le sens où on a des copains qui vivent la même chose, des peuples qui vivent la même chose, etc. Euh, et puis on peut s'intéresser très facilement. Moi je m'intéresse à la Corse par exemple parce que ma famille est mariée à des Corses. Donc intellectuellement je me dis bon bah tiens on va, euh, on va s'intéresser un peu au pays des cousins tout simplement. Je vois qu'il y a des indépendantistes marseillais. Alors là ça fait mon plus grand bonheur. Et c'est des choses comme ça qui, voilà, qui viennent au fur et à mesure qu'on s'intéresse aux choses. Et on se rend compte d'un truc, c'est qu'on a tous, on a un peu tous le même vécu. Euh, on, a, on a reçu les mêmes emmerdes par la France à des degrés différents, mais les mêmes emmerdes. La ligne générale est la même. Et du coup, c'est pas mal de discuter parce qu'on peut s'apprendre les uns les autres. Les Bretons vont avoir tel truc. Par exemple, nous, ce qu'on a eu depuis 30 ans en Bretagne, dans le mouvement breton et même au sein des élus, les Corses commencent à l'avoir aujourd'hui. Les gens un peu collabos, modérés, voilà. Donc on peut leur faire part de comment réagissent ce genre de personnes, etc., ce genre de milieu, de mouvement. Et eux, ils ont eu un mouvement très dur avant, et nous, si on a un mouvement très dur qui vient derrière nous, on va pouvoir aussi le gérer avec l'expérience corse. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il nous faut à chaque problème, il va nous falloir des intervenants extérieurs, des experts extérieurs. Donc les Corses ont quelque chose à dire aux Bretons, les Alsaciens aussi, parce que les Alsaciens, ils ont eu par exemple la pratique du double droit avec le droit français et le droit allemand. Nous, on est dans une dynamique de récupérer le droit breton, d'avoir justement cette habitude de fonctionner sur deux droits différents qui peuvent s'accorder, etc., pour remettre en place quelque chose, et bien ça, les Alsaciens pourront nous en dire plus, par exemple. Etc., etc. Enfin, voilà, il faut qu'on discute avec d'autres gens. Donc, à ce titre, il y a CAD, par exemple, le Cercle du Parlement breton, qui gère la logistique du Parlement breton, qui est une association. Comme on vient de nommer Thomas Radoubé, le médiateur international de la cause bretonne. Donc ça c'est quelque chose de très bien, parce que quand on a une personne qui est capable de communiquer en anglais, en français, en russe, dans d'autres langues, même s'il il est vraiment multilingue, il parle plusieurs langues d'Europe, c'est quelque chose de primordial, j'ai envie de dire, pour tout mouvement. C'est d'avoir des gens multilingues qui vont porter la voix de notre pays et de notre revendication à l'international. Donc ça peut être des échanges particuliers. La personne va en voyage quelque part, elle parle de la cause. Et puis ça peut aller par des échanges entre partis, entre associations, etc. Et là, on est allé encore plus loin. On va s'asseoir à l'ONU. Voilà. Les Bretons ont une place à l'ONU, ont plusieurs places à l'ONU d'ailleurs pour des raisons différentes, et interviennent. Que ce soit au niveau culturel, de la jeunesse, économique, de l'emploi, linguistique, etc. On a quelque chose à faire là-dessus et CAD vient d'ouvrir une voie, c'est-à-dire que jusqu'ici on avait des interventions qui existaient depuis très longtemps. Je pense à l'UDB, je pense à d'autres formations, D1, etc. Et c'est un peu hésitant puisqu'ils défendent un petit peu que leur chapelle et puis ils essayaient d'en mettre un peu plus. Voilà, ça partait d'une bonne intention. 4 défend tout. Sa chapelle, les autres chapelles, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va être déterminant pour la suite puisque on a une dynamique d'internationaux, de militants internationaux qui vont porter la voix de la Bretagne à l'ONU, à l'UNPO, dans les autres pays. Voilà, moi j'imagine très bien des interventions dans des parlements étrangers, etc. Ça peut être fait. Disons qu'on y travaille depuis un moment, on essaye de créer des liens, de créer des contacts à droite, à gauche, et c'est ce que je pense qu'il faut faire. Euh, Après, chaque aspect va se développer au fur et à mesure. Voilà. Il y a de l'espoir en fait. Ce qu'ils ont appelé la crise catalane a, a porté quelque chose. On s'est tous dit un peu, bon allez, il faut qu'on s'y mette. Donc maintenant, c'est très bien d'avoir des exemples. Il y a l'exemple des Corses
qui ont une formation nationaliste et autonomiste unie, qui a porté certains dossiers, certaines valeurs, et qui ont été élus, réélus, et qui ont amené le débat, enfin le débat, c'est même pas un débat, c'est qui ont amené les revendications corses sur le devant de la scène. Donc les revendications corses, c'est quoi? C'est un statut d'autonomie, forcément, ou la manifestation d'une autonomie, même si le statut ne fait qu'évoluer et ne change pas. Il y a la perspective de libérer la Corse, de la rendre indépendante. Il y a le rapprochement des prisonniers politiques corses près de leur famille. Il y a la co-officialité de la langue corse avec le français. Bon, alors sur ces dossiers, le gouvernement français a été clair. Il a dit pas de co-officialité. Euh, la langue de la France et de la République est le français. Et puis pas d'accord sur les prisonniers politiques. Vous comprenez, ce sont des prisonniers de droit commun pour eux, quoi. Alors de là, les Corses sont pas forcément contents, mais ils appuient le truc. Ils lâchent pas. Ça, on peut pas leur. Et puis je parle pas forcément des politiciens qui sont en tête de liste. C'est que ce sont les revendications de tout le maquis. Depuis le jeune petit Corse qui arrive à aligner trois mots jusqu'au plus vieux des Corses. Donc voilà, c'est identitaire. Les revendications politiques corses sont identitaires. Il faut bien les comprendre. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire oui, mais non, nous on est un peu plus modéré, tout ça, mais ça reste la ligne politique principale du pays. Donc la France a répondu, c'est pas la peine, et a créé du coup, suite à la dynamique corse, la dynamique électorale corse, a créé un espèce de ministère de la Corse et Jacqueline Gouraud, qui est une ancienne ministre, a été nommée Madame Corse, quoi. Donc elle a un rôle informel. Alors c'est assez cocasse, si vous voulez, que la France nomme un responsable, comme un préfet, comme un légat, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, un gouverneur. Voilà, un gouverneur corse, qui n'est pas corse, qui ne viendra jamais en Corse, ou très peu en Corse, peut-être en vacances, ou faire deux trois photos et repartir fissa. Voilà, je pense que cette dame va être très très mal accueillie en Corse, qu'elle ne durera pas longtemps, et puis qu'elle lâchera l'affaire, hein. Tout simplement, le dossier corse n'est pas si simple que ça. Et j'ai envie de dire, même quelqu'un comme Le Drian, qui a l'habitude des mouvements politiques compliqués dans son propre pays, la Bretagne, même quelqu'un comme ça n'a pas les épaules pour gérer la Corse. Alors imaginez une pauvre petite dame qui n'y connaît rien et puis qui sort d'un ministère complètement différent. Moi j'y crois pas trop. Je crois pas trop. Voilà. Et puis c'est un petit peu salopard de la part de l'État français parce que vous avez deux négociations phares à faire avec nous. On vous envoie quelqu'un pour vous dire que les négociations n'auront pas lieu. C'est le négociateur est là en gros pour mettre point final, rien n'est négociable. Alors c'est compliqué, voilà, c'est assez compliqué. Et pour moi, il y a une impasse avec ça. Il y a une impasse. Mais ça arrivera à la Bretagne. Si la Bretagne avait un espèce d'élan séparatiste, on nous enverrait quelqu'un. Ce sera un breton de dernière zone là qui. J'ai toujours été fier d'être breton, mes racines, l'argoat, l'armor. Moi, je mange du beurre salé, je mange des galettes tous les dimanches. Bon, voilà, ça sera type Le Drian et compagnie qui viendra nous servir la bonne soupe populaire pour essayer de calmer les choses ou de ne pas négocier, justement. Voilà, ça arrivera. Bon. Sauf qu'on aura, nous, on aura un collabo de chez nous, quoi. Ils vont nous faire cette offrande-là, cet honneur, à charge pour nous de, voilà, de décrisper la situation. En les Corses, on leur envoie quelqu'un. Je sais pas. Là, on est très loin, très très loin de la Corse, quoi. Je veux dire. Ça fait un peu bizarre, quoi. C'est un peu comique. Enfin bref. Donc du coup, voilà, je suis assez heureux pour les Catalans. Ça annonce pas mal de discussions, pas mal de réseaux, pas mal de choses à faire. Moi, pour ma part,
C'est vrai que je navigue un petit peu partout, va-t-on croire. Je reste séparatiste breton, hein, c'est ma principale activité politique. Après, je donne des coups de main à droite, à gauche, mais ce ne sont que des coups de main, ou un peu de conseils par-ci, par-là. Voilà, c'est du dépannage, on va dire. Je m'investis pas non plus comme un forcené ailleurs. Maintenant, moi, j'ai un destin qui m'amène à me projeter vers une destination autre. Je vais vers l'Italie. Je vais aller doucement vers l'Italie et je pense que je resterai en Italie. Voilà, pour plusieurs raisons. Euh, Personnelles déjà, économiques et puis même politiques quelque part parce que je n'ai plus envie. J'ai cette faculté de voyager, j'ai cette faculté de bouger, je me sens pas retenu par mes attaches, euh, par mes attaches bretonnes. Euh, voilà, donc quelque part, bon, ça me dérange pas moi, ça me dérange pas du tout, ça ne m'empêche pas de militer, ça ne m'empêche pas de me reconnaître de nationalité bretonne, aucunement. Voilà, mais et puis pour des raisons politiques, je pense qu'avec ce qui va se passer à l'avenir, des militants comme moi feraient mieux d'être à l'étranger. Voilà, que ce soit l'Italie ou autre chose. Alors c'est pas un pays parfait, c'est peut-être un pays serait capable de, qui serait capable de collaborer avec la France pour telle ou telle raison, mais au moins le temps que j'y serai, bah, la dolce vita. Et, voilà. Mais ça, c'est mon cas personnel. Donc très très vite, vous verrez sûrement des publications un peu plus tournées vers l'Italie de ma part. Euh, Peut-être même en italien, peut-être que je montrerai quelque chose là-bas si je trouve du réseau breton et séparatiste là-bas. Je ne m'occuperai pas du tout des affaires de séparatisme italien, enfin propre à l'Italie, ça me regarde pas trop. C'est beaucoup plus compliqué qu'ici, c'est moins évident et je n'y vais pas pour aller foutre la zone. Donc du coup, je ne pense pas tellement intervenir là-dessus, quoi. Je risque même d'avoir un discours assez raisonnable, raisonné sur la situation italienne. Euh, pour l'instant, je suis en Occitanie. Je communique un petit peu là-dessus. C'est pas évident non plus ici. Il y a des choses à faire. Après, c'est vrai qu'il y a eu un coup de pouce linguistique avec le catalan qu'on a vu partout. Euh, donc l'occitan étant proche du catalan, beaucoup de gens se sont révélés un attrait pour la langue occitane ou des occitans se sont réattribués l'occitan en entendant du catalan qu'ils comprenaient parfaitement puisque c'est quasiment la même langue à part les variantes d'accentuation et puis de mots propres au catalan. Le gascon a fait, je vois dans le milieu gascon, hein, on a vu un bon retournement de situation. Les Gascons avaient tendance à se mettre un petit peu à part parce que le Gascon linguistiquement était un peu plus différent de l'Occitan, enfin du reste de l'Occitan, et, est beaucoup plus différent de l'Occitan que le Catalan ne l'est. Vous voyez, donc le Gascon, bon, avait cette réputation d'être un peu à part, etc. Euh, ne pas rentrer complètement dans cette dynamique occitane, mais il y a des gens voilà qui ont eu une bonne réaction et qui ont dit bon bah on est occitan et c'est vrai que le milieu gascon a tendance, je dis pas que c'est une réalité politique ou quoi que ce soit ou des associations, je dis juste que les militants que je vois moi ont tendance à avoir accepté un peu l'idée d'Occitanie diversifiée. Voilà, diversifiée dans ses langues, dans ses cultures, dans ses traditions, etc. Mais avec une ligne commune. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose. Et en Bretagne, on a essayé de le faire et je ne sais pas si ça a marché, mais il faudrait réessayer. Il faudrait réessayer. On a peut-être beaucoup à faire sur la linguistique. Quand je dis linguistique, c'est pas juste parler breton. Moi, je parle plusieurs langues couramment, quasiment quotidiennement. Si je compte les dialectes, les formes, bref, je suis dans la quinzaine de systèmes linguistiques, parlés ou potentiellement parlés. Je lis beaucoup les journaux, etc. en plusieurs langues, donc je ne sais pas combien de... Je dois, je dois lire, oui, facilement entre 15 et 20 langues différentes.
Et c'est très facile en fait, parce que c'est pas le nombre qui fait la difficulté. La difficulté, c'est de passer de 1 à 2. Mais quand on est bilingue déjà d'origine, après on est trilingue, quadrilingue assez facilement en fait. Il suffit juste d'apprendre comment fonctionne la langue, etc. qu'on veut cibler. Et c'est là, je suis en train de réapprendre une autre langue encore. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer parce qu'on l'a toujours fait quelque part. On a toujours été multilingue. Il y avait une partie de la Bretagne qui parlait anglais, breton et français. Une autre qui parlait breton et anglais. Il y en a qui parlaient breton et français. D'autres que breton, mais deux, trois bretons un peu différents. Donc ils avaient cette dynamique-là. Il y en a qui... Bah, il y a le gallo. Les Galaisans parlaient gallo et français. Et certains parlent aussi breton. On a toujours eu cette habitude de deux, trois langues, quatre langues dans le pays, et l'habitude de passer d'une à l'autre par opportunisme. Si une langue était parlée plus que la nôtre, on la parlait pour pouvoir communiquer tout simplement. Donc ça aurait été... Enfin, c'est pas question de l'anglais ou du français ou de la réalité d'une langue qui compte ou qui a de l'importance. C'est juste une opportunité. Ça aurait été le chinois, on l'aurait appris. Ça aurait été autre chose, on l'aurait appris. Voilà. Et, un petit peu comme chez les voyageurs en fait. Nous, on est tout le temps sur la route, donc on apprend des langues différentes. Il y en a qui ont une langue de famille et puis ils apprennent des langues différentes un petit peu. Ça peut être ceux qui vont en Angleterre, ils apprennent l'anglais, ceux qui vont en France, ils apprennent le français, ceux qui sont en Allemagne, ils apprennent l'allemand, ceux qui sont en Italie, ils apprennent l'italien, etc. Et ceux qui sont entre plusieurs pays, moi je connais des garçons là qui parlent espagnol, français, manouche, plusieurs langues, sans se poser la question. Hein. Ils se disent pas, bah tiens, je suis une bête de la linguistique. Les mecs parlent trois langues couramment, mais par opportunité. C'est le voyage, le travail et puis les choix personnels qui nous amènent à parler plusieurs langues. Et en Bretagne, on a toujours eu ce côté carrefour culturel, linguistique, etc. Voilà, on a quelque chose de très très traditionnel, conservateur. Et puis de l'autre côté, on a une ouverture assez grande qui nous permet aussi d'absorber les langues étrangères et puis de s'intéresser aux autres cultures, etc. Donc c'est très intéressant pour nous, je pense, puisque ça nous permet aussi d'aller un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, les Bretons sont partout dans le monde. Et énormément de gens sont métissés bretons. Il y a énormément de gens qui sont camerounais et bretons, togolais et bretons, australiens et bretons, français et bretons, anglais et bretons, russe et breton, gitan et breton. Il y a de tout et breton. Il y en a dans tous les pays, dans toutes les races, dans toutes les communautés. Et c'est une force qu'il faut cultiver plutôt que d'essayer toujours de dire 100% breton, plus breton que breton, la Bretagne au breton, et puis de rétrécir comme ça l'angle. Il faut justement se servir de tous les gens, donc comme moi, comme d'autres, qui sont moitié breton et autre chose. Ou un quart breton et plein d'autres choses, ou trois quarts breton et un petit peu d'autres choses. Il faut se servir de ça, de cette faculté de parcourir le monde, pour justement toucher d'autres peuples, d'autres sensibilités qui peuvent être nos copains alors, et qu'on ne le savait pas avant. Voilà. Bon, sur ce, je vais pas non plus déblatérer pendant 3 heures, ça fait déjà 33 minutes que je cause. Mes petits projets. Mes petits projets. Donc il y a toujours ma web radio qui est en instance de réalisation. J'ai fait donc ça sera une émission de radio. Une émission de radio où j'interviewe sur tous les sujets des minorités. Donc ça peut être des minorités culturelles, ethniques, sexuelles, ce que vous voulez. Alors il ne s'agit pas pour moi d'exprimer des opinions, parce que j'ai des opinions j'ai déjà des opinions, peut-être qu'elles évolueront, mais j'ai déjà des opinions, parfois très tranchées sur certains sujets, mais j'ai pas envie forcément de faire de la propagande sur un format comme ça. J'ai plutôt envie de laisser parler près de moi et près de mon réseau les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi ou qui représentent quelque chose auquel je ne m'intéresse pas. Voilà, c'est une façon d'ouvrir d'autres portes à mon esprit et puis dans l'esprit des gens qui me regardent aussi. Voilà, sans pour autant essayer de fonder une opinion ou de véhiculer un message particulier. C'est un exercice de style, on va dire, d'ouverture. Donc cette émission-là qui traitera des minorités, de toutes sortes de minorités ou d'événements minoritaires, comment est en train de prendre forme. Alors j'ai fait les tests son, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On est encore en train de réfléchir au format, si on va faire que du son, que de l'audio, ou si ça sera un plateau de radio qui sera filmé et pour lequel les vidéos seront
seront diffusés du coup sur YouTube. Une petite rubrique dans les Visonneries TV qu'on va mettre petit à petit en place, c'est le question-réponse. Je cherchais un blast, je cherchais un nom, un concept, un truc machin. Et puis je dis, bon, on va appeler ça question-réponse. Donc vous m'envoyez vos vidéos, où vous me posez des questions. Donc vous me posez des questions soit sur la Bretagne, sur un sujet particulier, sur la Corse, sur l'Italie, sur la Russie, sur tout ce que vous voulez comme sujet sur lequel je pourrais m'exprimer. Et puis moi je vous répondrai, du coup je vous apporterai une réponse. Donc je choisirai les meilleurs, les sujets les plus, on va dire les plus actuels, etc. Mais j'essaierai de répondre à tout le monde. Donc il y aura une catégorie spéciale sur ma chaîne où je répondrai aux questions voilà, des followers, des internautes. Donc vous pouvez dès maintenant m'envoyer sur ma chaîne Visonneries TV, donc sur Facebook, vous pouvez m'envoyer dès maintenant comment vos vidéos, vous filmez, vous prenez votre smartphone ou une caméra, une webcam, vous filmez, vous dites voilà, bonjour Vincent Arflore, j'ai une question, ça serait qu'est-ce que tu penses de machin. Voilà, une petite question simple. Moi, votre vidéo, je la prends, je fais un montage avec ma réponse. Voilà, tout simplement. Vous pouvez m'en envoyer aujourd'hui, demain, je répondrai dans la semaine. Et puis ça permettra aussi d'avoir des échanges et puis de peut-être pour que vos propres amis en fait aient aussi un autre son de cloche que le vôtre. Peut-être que au sein de vos amis vous avez du mal à mettre en place des arguments ou à porter des arguments ou peut-être que le lien familial aussi fait que même vos arguments les plus précis sont rejetés. Et bien peut-être que mon intervention, ma réponse appuiera ou complétera vos opinions auprès de votre entourage et je pense que ça peut aider aussi à la réflexion et puis à promouvoir aussi ce qu'on défend. Voilà, bah, du coup dans la foulée il y aura un peu plus que les Visonneries TV, il y aura une chaîne TV en fait, une chaîne de télévision, mais sur YouTube, en tout cas sur Internet, donc qui va prendre forme, ça sera une chaîne de TV bretonne où nous prévoyons une série, voilà, qui n'a rien à voir, avec avec ce que je fais pour l'instant, hein. C'est vraiment un autre niveau. Donc une série, ce sera un roman, enfin un roman, une série d'action. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'on travaille un petit peu le truc. Si vous connaissez des gens dans le cinéma, euh, dans la logistique cinématographique, etc., renvoyez-moi ces gens-là. Si vous connaissez des acteurs, des figurants, etc., renvoyez-les moi. Comme ça, on va pouvoir aussi compléter un petit peu l'équipe. Et donc, oui, on mettra en place une chaîne de TV qui ira de la série au programme d'information quotidien. On aura aussi des cours de breton, des reportages, etc., etc., etc. On va essayer de développer un maximum de trucs sur l'histoire, sur la langue, surtout. Quitte même à faire une émission sur le hip-hop breton, le mouvement hip-hop breton, faire, je sais pas, une émission de cuisine. Voilà, là on part sur du lourd, donc ça va mettre du temps. Faut pas s'attendre à ce que la semaine prochaine vous voyez quoi que ce soit. Ça va mettre du temps. Il nous faut vraiment beaucoup de gens, beaucoup de soutien, des levées et de l'argent, des picolos. Voilà, il nous faut pas mal de choses. Donc on va mettre en place petit à petit notre projet et puis on informera au compte-goutte. Voilà. Donc c'était l'épisode 16 et bientôt le 17. Je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mes vidéos. Mais voilà, c'est le 16e épisode, ça commence à en faire un petit peu. N'hésitez pas à partager. Partagez mes vidéos, partagez la chaîne, mettez des pouces bleus. Voilà, abonnez-vous, cliquez sur abonner et juste sur le côté à droite, il y a une petite cloche. Vous prenez ça doit être par là sur YouTube. La petite cloche va vous permettre de recevoir les notifications. C'est important parce que si vous abonnez à une chaîne, à ma chaîne, des chaînes bretonnes ou corse ou ce que vous voulez, et puis vous abonnez parce que ça vous plaît et que vous recevez jamais l'information quand les nouvelles vidéos sortent, c'est un peu couillon. Donc,
il vaut mieux être informé. Le smartphone, il fait dérouler une petite notification. Il vous dit, voilà, Vicendry TV a publié une nouvelle vidéo. Et puis vous avez accès en un clic. Et puis c'est parti. Voilà. Sur ce, ben, joyeuses fêtes à tous. Joyeux Noël. Profitez bien. Bonne année romaine. Parce que l'année celtique est passée. Et puis, ben, meilleurs vœux. Et puis, tchoum vers tout le monde. Voilà. Kena à vous.